La voix est un écrin, un trésor de communication. C'est le reflet de notre personnalité, le révélateur de notre vérité, de notre puissance. Aussi fragile que notre âme, elle nécessite d'en prendre grand soin si l'on souhaite se mettre en lumière un jour et mettre en lumière nos idées, qu'elles résonnent avec nos émotions. Il y a la voix chuchotée, sourde, sensuelle, métallique, parlée, chantée, portée, criée, éraillée, atone, blanche, puissante. Et puis, il y a la voix qui mue, la voix de crécelle, la voix nasale, la voix empruntée, la voix transformée, la voix avec accent, celle qui bégaye, avec un cheveu sur la langue, la voix que l'on désirerait avoir. Mais quelle palette, effectivement, quelle infinité de propositions. Mon cœur s'emballe. J'ai les mains moites, la bouche sèche, mes yeux se mettent à parcourir les alentours dans tous les sens, mes bras m'embarrassent, mes pensées se brouillent et s'entrechoquent, ma respiration se bloque, je suis en apnée. Vous connaissez ces symptômes. Vous les avez sûrement déjà identifiés à un moment donné de prendre cette parole si compliquée. Parce que l'éloquence n'est pas seulement l'art de se mettre en scène ou de faire le pitre derrière un lutrin ou autour d'une table lors d'un dîner familial. Non. Porter sa voix, faire entendre ses idées, c'est avant tout avoir trouvé en soi tout ce qui nous anime, nous fait vibrer, tout ce qui résonne, nos rêves et nos ambitions. Travailler sur ses peurs et ses frustrations, sur ses ressentis et ses émotions, implique d'avoir fait un grand plongeon dans son moi profond et d'en avoir compris, enfin en partie du moins, les tenants et les aboutissants. Quelle éducation ai-je reçue? Comment me positionner au sein de ma famille, de ma fratrie? Lorsque j'étais enfant, m'a-t-on laissé l'espace suffisant pour m'épanouir à ma juste place et me faire entendre? M'a-t-on collé une étiquette de timide, de boudeuse ou au contraire de bout en train? Les règles instaurées d'une religion ou d'une communauté trop présente ont-elles fait entrave à mon épanouissement? Souvent, les femmes et les hommes qui viennent me voir manifestent un manque de confiance en eux, comme de par hasard, un défaut de légitimité, mais dans la majeure partie des cas, leur vrai problème ne se situe pas là. Je dis souvent que je vois arriver chez moi des gens qui se déplacent sur des échasses à des hauteurs différentes. Celui qui est vraiment en péril, pour qui tout est compliqué et qui est perché dans les hauteurs, et c'est la vie tout entière qui vacille au-dessous de lui, ces hypersensibles qui ressentent tout plus fort, je les appelle les émotifs anonymes. Ils sont tout simplement débordés par leur fragilité. Mais ne serait-ce pas finalement les meilleurs orateurs? On peut donc dire que dévoiler émotion et personnalité, c'est précisément ce qui freine au moment de prendre la parole en public. Exactement. Et pourtant, si le travail préliminaire s'enclenche pour aller chercher au fond de soi ce que l'on est vraiment, la pensée peut alors s'exprimer. Exactement. Vous allez pouvoir dire ce que vous pensez et vous devez même le dire. Enfin, la sincérité est la clé du succès. Parce que la plupart de ceux qui font appel à moi en ont assez de se sentir dépassés par ces autres qu'ils admirent et qui parlent si bien. Je ne pousse personne à devenir révolutionnaire de soi-même, ni hors norme ou en marge. Il ne s'agit pas d'être contestataire, mais authentique. À force d'avoir cherché à se conformer à la société en se comparant aux autres ou à cacher son authenticité sous des plaques de tectoniques, comme j'aime les appeler, de carcans éducatifs, sociaux, religieux ou conjoncturels, d'obligations professionnelles ou familiales, il faut redécouvrir son unicité intrinsèque. Parce que chacun possède une pépite au fond de soi qui ne cherche qu'à émerger et à briller. Donc au moment de la prise de parole, il y a donc 3 éléments qui entrent en jeu. C'est ça. Alors tout d'abord, le dosage de ses émotions, de son authenticité. En modulant son variateur personnel, il faut pouvoir faire fluctuer sa vérité
et la délivrer à plus ou moins forte dose. Puis, la capacité à être ici et maintenant, faire attention à ne pas anticiper la pensée, comme si le temps était suspendu, pour laisser émerger la parole. C'est bien ça? Et enfin, ce que l'on veut donner à voir, ce que l'on se permet de dévoiler de soi. Parce que l'idéal est de trouver le fameux rituel qui vous convient avant d'entrer dans la lumière. Une combinaison d'astuces à mettre en place pour vous aider à faire redescendre cette pression et à accéder à une prise de parole plus agréable et sans contrainte. En mettant en place la stratégie qui vous correspond, vous constaterez que vous n'avez presque plus le trac ni cette boule au ventre. Vous aurez réussi à transformer votre stress en une énergie créative. Lors d'une formation en entreprise, une jeune participante d'une trentaine d'années a sollicité un rendez-vous pour sa fille, Mona, âgée de 8 ans. Mona est confrontée apparemment à des troubles du langage. Elle a du mal à s'exprimer à voix haute. C'est l'institutrice qui a alerté les parents sur son comportement et son repli sur elle-même. Quelques jours plus tard, je les reçois dans mon atelier. Mona, une jolie petite fille bien élevée, à la longue chevelure brune qui met en évidence de grands yeux noisettes. Assise sur le canapé, Mona, collée à sa mère, balance dans un mouvement de va-et-vient ses jambes suspendues dans le vide, signe de nervosité et d'appréhension. Sa maman raconte qu'elle trouve souvent sa petite fille en train de jouer, sans faire de bruit. Et cela l'inquiète. Ce silence rend Mona étrangement transparente. Après avoir consulté différents spécialistes pour écarter tout problème fonctionnel génétique, Mona est enfin suivie par un pédopsychiatre. Il va déterminer si son blocage n'est pas dû à un traumatisme, un choc affectif ou tout autre obstacle relationnel. Après avoir expérimenté plusieurs approches de ma technique sous le joug de l'amusement, une jolie complicité émerge entre nous deux. Il est temps alors d'aborder le cœur du sujet. Je propose à Mona de bien vouloir choisir un morceau musical sur lequel nous allons travailler. Je la préviens que la musique dans ses oreilles, dans son casque, risque d'être assez forte et qu'elle devra lire à haute voix 2 phrases qu'on aura apprises par cœur. Effectivement, Mona bute et bégaye toujours au même endroit, sur les mêmes mots. Je lui fais comprendre que ce n'est absolument pas grave et que cela fait partie des règles du jeu. Après quelques tentatives, le bégaiement a complètement disparu, comme par magie. Et en écoutant l'enregistrement de ce qu'elle vient d'accomplir, Mona, surprise, se rend compte qu'elle a réussi à maîtriser sa gêne. Cette séquence de travail pleine d'émotions touche à sa fin et je propose alors à sa maman de bien vouloir nous laisser seuls un moment. Mona aurait-elle quelque chose à dire qui lui passe par la tête qu'elle n'aurait osé dire? Elle me confie s'inventer une vie avec ses personnages imaginaires dans sa chambre pendant que elle entend des cris, de drôles de bruits qui lui font peur. Ses parents se disputent régulièrement. Tout son corps se met alors à trembler. Elle se réfugie sous sa couette et respire très fort pour tenter de se calmer. Rien n'est encore réglé, mais on peut entrevoir dans les yeux de Mona sa volonté d'y arriver. Cette prise de conscience chez elle l'ouvre sur un champ des possibles. À l'autre bout du fil, Jeanne, de sa petite voix douce, exprime ses difficultés à se faire entendre en société. Âgée de 23 ans et tout juste diplômée d'archéologie, elle a besoin d'être accompagnée pour sa recherche d'emploi. Elle se renferme de plus en plus sur elle-même et trouve que personne ne l'écoute. Cette situation l'amène à douter de ses qualités professionnelles. Oui, parce que ne pas être entendu est souvent interprété comme un signe de faiblesse. Et se faire entendre ne consiste en aucun cas à incarner la voix de quelqu'un d'autre ou à devenir quelqu'un d'autre. Oui, mais juste à trouver sa juste place. Au fil de nos échanges, des situations complexes émergent. Elle semble étonnée que certaines d'entre elles qui lui semblaient anodines pourraient être notamment à l'origine des dysfonctionnements qui l'entravent.
Après plusieurs séances de travail et presque autant de fou rire, Jeanne a progressé. Ouais, plus forte, pleine de conviction, elle se sent maintenant prête à affronter ce monde du travail qui est souvent malheureusement sans pitié. Martin, lui, rencontrait des problèmes au sein de son équipe de travail, car il occupait en open space un nouveau poste depuis 2 mois seulement. Ouais. Ce qui caractérisait notamment Martin, c'était sa fougue, son énergie si particulière avec cette forte personnalité, son panache et cette voix unique et puissante, ce trop-plein de vie qui émanait de sa personne malgré lui. Il sentait parfois qu'il embarrassait les autres et cela entraînait chez lui de la maladresse. Sous ses airs à l'aise et solides, son profil étonnamment sensible, fragile, le caractérisait et le différenciait des autres parce que sa problématique, c'était qu'il se jugeait et il se trouvait too much. On lui reprochait de parler trop fort, au téléphone surtout, d'avoir un rire extravagant, tellement sonore. Oui, oui, mais pourtant, le rire est communicatif. Eh bien, le sien dérangeait. Martin prenait trop de place et ses comportements avaient tendance à être interprétés comme des provocations, des agressions. Il m'a même confié avoir été rejeté et mis de côté par ses amis au lycée. Il lui arrivait malgré lui aussi parfois de révéler des vérités dérangeantes qui blessaient. Il a été si peiné, désemparé de cette mise à l'écart de sa bande d'amis du lycée que cela l'avait affecté jusqu'à la déprime. Martin voulait agir pour trouver comment ne plus se faire remarquer et devenir quelqu'un de normal. La normalité, vaste sujet. C'est quand même dingue. Non mais c'est quand même dingue, Fanny. Ah oui. Tu me connais depuis longtemps. Vous vous rendez compte, vous ne me connaissez pas bien, mais c'est pas un hasard si Martin a souhaité que je l'accompagne sur cette thématique. Non, non, non. Parce que dans mon métier, on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais des concordances, une reconnaissance même, entre celui qui enseigne l'art de la parole et celui qui l'apprend. Effectivement, aujourd'hui encore, et je suis toute émue, après des années de travail sur l'éloquence, enfin sur mon éloquence, quand je me promène avec des amis, il arrive qu'ils me demandent de parler moins fort, de faire moins de bruit, de ne pas rigoler à gorge déployée car cela dérange les autres et à chaque fois, ces mots, ce sont de vrais coups de poignard. Mais alors, dois-je changer ma personnalité ? Avec Martin, il a fallu travailler sur sa façon de parler. Comment y apporter de la rondeur, comment moduler ses intentions. Il fallait réapprendre la demi-mesure, ralentir le débit et contrôler le flux de parole. Ouais, j'utilise souvent cette image du chat qu'on caresse pour illustrer la douceur qu'il est souhaitable en fait d'apporter à sa voix. Le chat se met alors à ronronner. Il émet un son de l'ordre de la délicatesse. C'est bien cette sensation de douceur qu'il faudrait ajouter à son élocution. Il n'est pas question de se métamorphoser pour être accepté. Non, Martin, lui, n'avait pas du tout envie de chuchoter pour parler, ni de se brimer pour prétendre vivre normalement. Il avait compris comment aménager son comportement et ses attitudes, Ouais, tout en demeurant en accord avec sa personnalité. exactement. Quand on fait ses premiers pas dans le monde du travail, idéalement, il vaut mieux savoir comment déployer ses talents, mettre en avant ses valeurs et tracer son chemin. Il faut prendre le risque de se détacher de tout ce qui nous a construit jusque-là, les parents, les amis, les études. Mais attention, l'enjeu au moment de voler de ses propres ailes n'est pas de se demander si les parents ont été bons ou pas, s'ils ont été sévères ou trop laxistes, protecteurs ou insécurisants, ni de juger l'environnement précaire ou aisé dans lequel on a grandi, mais de chercher ce que l'on désire pour son avenir. Ni de perdre le contact avec tout ce qui emplissait notre vie d'avant, pas du tout. Mais de comprendre ce que l'on souhaite conserver et comment y apporter ce petit supplément d'âme dans un grand élan d'optimisme. Il est question alors de se fabriquer un nouveau cadre. Ah, un nouveau cadre. Quelle histoire!
Bon, mais pour autant, avec ce travail sur l'éloquence, on n'est pas vraiment en thérapie. Non, non, mais alors pas du tout, c'est en aucun cas une thérapie, mais bien un travail où l'on va, ce qu'on appelle en coaching, aller en position méta, à l'aide d'une loupe, pointer ces problématiques. On peut alors prendre de la hauteur, du recul, de la distance, et comme si on avait une caméra, chercher des axes, des prismes différents pour essayer de débloquer la situation et laisser place à une nouvelle manière d'être. Oui, mais il risque d'y avoir une répercussion sur notre vie sociale et donc également dans nos rapports avec les autres qui prendront sans doute un nouveau départ. Ouais, c'est exactement ça, mais ça sera autrement. Un futur élan du devenir, celui qui nous permettra d'accéder à nos rêves par sa voix, VOIX, VOIE. J'ai été contactée par une start-up de communication franco-américaine, née il y a tout juste un an, et dont le siège est installé à New York. Je me rends dans sa filiale parisienne, à quelques encablures de l'Opéra Garnier, dans un immeuble high-tech, dernier cri de Paris. Dans une journée, j'accompagne une vingtaine de jeunes salariés, la trentaine triomphante. Ah, ces jeunes sont dotés d'une excellente pratique du travail à distance, en usage aux États-Unis depuis un certain temps déjà. Et comme ils ont pour cœur de métier le digital, le virtuel ne les effraie pas. Alors je leur explique comme à chaque fois que je fais une intervention en groupe, que je n'utiliserai ni matériel informatique, ni PowerPoint, parce que ici, l'outil, c'est eux. Alors nos sujets principaux seront la voix, la gestuelle, le corporel, ce qu'on fait de ce corps, et puis comment les manier pour être expressifs et performants en visioconférence. Comme des sportifs de haut niveau, l'esprit de groupe, l'esprit choral est l'un des moteurs du travail. En partant du collectif, il est question de zoomer sur l'individuel. La problématique de chacun sera analysée en équipe pour apporter des modifications à leur expression. Exactement, par des exercices à effet miroir et des mises en situation, ils expérimenteront le savoir-faire autrement. Et comme on dit au théâtre, hein Fanny? Vas-y. On apprend tout autant en regardant qu'en faisant. Tout à fait. Une charmante femme ronde d'une quarantaine d'années voulait retrouver le goût de la communication et de la conversation. Depuis un certain temps, elle s'isolait et commençait à en souffrir réellement. Experte comptable dans la même société depuis de nombreuses années, elle désirait postuler pour un cabinet réputé. Se sentant illégitime, elle était tétanisée à l'idée de se présenter à un entretien et devoir mettre en avant ses compétences. Pourtant, elle avait tout pour y arriver. Jacqueline ne sentait pas encore, elle s'était pas encore demandé jusque-là si elle était à la bonne place. Sa situation familiale avait volé en éclats, un divorce compliqué, des départs de son fils pour des études à l'étranger. En plus, depuis son divorce, plusieurs proches avaient choisi leur camp et cessé de donner de leurs nouvelles. Seule, désormais, elle devait se familiariser avec sa nouvelle vie. Jacqueline venait aussi de perdre quelqu'un de cher. Ce deuil la fragilisait. Son corps, mis à mal par ses doutes et interrogations, réagissait par des plaques d'eczéma à la base du cou qui apparaissaient dès qu'elle était stressée. Une chaleur la traversait des oreilles à la pointe des orteils à la pointe des oreilles qui devenaient rouge écarlate. Sa gorge se serrait et se nouait au niveau du larynx avec une telle force qu'elle ressentait une pression sur son thorax qu'elle comparait à une patte d'éléphant qui l'oppressait. Au bureau, Jacqueline appréhendait ces moments. Plus ses symptômes se manifestaient et s'amplifiaient, plus elle était empêchée, aucun son ne s'échappait de sa bouche, elle entendait juste un « ouh-i » à la hauteur des cordes vocales, puis plus rien. Le corps, bon indicateur de santé mentale, s'exprime. Pour y remédier, alors je propose une parade. Gardez en tête d'incarner une humeur vive, une présence solide, être ancré comme on dit, cette verticalité où on tire. Et afin de s'arrêter quelques microsecondes pour faire une pause imperceptible, afin de reprendre sa respiration, le diaphragme, tout est là, laisser circuler l'air dans son corps exactement, faire un chaloupé comme je l'appelle,
ce qui aidera à dissiper toute forme d'angoisse et de stress. Oui, parce que la respiration, c'est ce fameux diaphragme. Comme un soufflet d'accordéon, plus il sera large, plus il prendra de l'air et donc donnera, si vous voulez, la fluidité des pensées au cerveau droit, cerveau gauche, mais aussi à ce deuxième cerveau où il y a 200 millions de neurones qui ne sont pas que des neurones intellectuels, mais qui donnent bien, maintenant les scientifiques nous disent bien que c'est peut-être même le premier cerveau de la taille de la cervelle d'un chat. On oublie ça. La respiration est quand même la base de la circulation à côté de nos vaisseaux sanguins qui sont un peu partout, du cheveu jusqu'à la pointe des doigts de pied. Eh ouais, ça respire tout ça. Donc en fait, oui, la respiration, ça reste l'outil premier. Donc. Exactement. Il faut s'imaginer aussi devenir capitaine de ses émotions. Contrôler, maîtriser, si on peut. Je propose donc à Jacqueline, dans cet objectif, d'aller repérer, identifier, intégrer ses émotions, puis les faire passer au second plan afin d'amoindrir leur impact. Réussir à ne plus les subir, mais agir pour les contenir. Une sacrée victoire pour Jacqueline, qui pourra par la suite passer à la deuxième étape, c'est-à-dire savoir s'exprimer avec aisance en travaillant, ce que j'ai pas aujourd'hui, la technique vocale. Bon, alors si comme Jacqueline vous doutez, hein, une mise en place d'une pratique quotidienne de ces exercices simples permettra une évolution permanente et bénéfique. Ne lâchez rien et continuez à progresser. Lorsque j'ai rencontré Morissette, une amie de mon père, tu t'en souviens? Oui. Elle venait de fêter ses 84 printemps. Elle aurait pu sortir d'un roman d'Émile Zola. Elle portait de jolis chemisiers à fleurs, des jupes et des jupons en mousseline qui donnaient l'impression qu'elle était en mouvement constant. À son cou flottaient des foulards de soie qui protégeaient sa gorge d'un coup de froid qui aurait pu être fatal. Cette dame élégante et très active, en dépit de son âge, souhaitait que je l'aide à écrire ses mémoires. Elle avait fait plusieurs tentatives pour y parvenir seule, mais sans succès. Je serai alors son aide-mémoire. Installée langoureusement sur sa méridienne en velours rouge entourée de ses 3 chiens, je t'en souviens. Elle me confia d'avoir été la fille d'une lavandière et n'avoir jamais connu son père. Cela ne l'avait pourtant pas empêchée de devenir la femme distinguée qu'elle était. Elle me révéla en souriant, de sa voix gutturale, basse en tonalité, avoir contribué à façonner ce personnage qu'elle aimait incarner. Je constatais qu'elle avait une façon très singulière de fractionner son phrasé. Elle laissait souvent en suspens la fin de ses phrases, sans jamais les fermer, comme si elle n'en finissait aucune. Morissette avait aussi une manière de se mouvoir très personnelle, féminine et aérienne. Ses gestes étaient si gracieux, comme si elle évoluait dans de la ouate, comme Ophélie, ce personnage de Shakespeare, impalpable, transparent, léger, suspendu dans les airs. Son vocabulaire était tout à la fois imagé et concret. C'était passionnant de converser avec elle. La plupart du temps, ses récits étaient incongrus et drôles. Elle avait travaillé avec les plus grands du théâtre et du cinéma, de Visconti à Piaf, en passant par Cocteau, le bel indifférent. Elle vivait dans l'ombre, en mettant les autres en lumière. J'étais si happée par cette voix, son timbre était resté intact et ne semblait pas avoir vieilli. Elle avait toujours pris grand soin de sa voix et de ses cordes vocales, consciente que grâce à son timbre singulier, elle déjouait des situations parfois bien cocasses. En revanche, sa voix s'éraillait régulièrement en plongeant dans les graves, et lorsqu'elle n'arrivait plus à se faire entendre, cela altérait son humeur. Elle s'agaçait et se sentait parfois même un peu déprimée. Aujourd'hui, alors qu'elle sentait sa vie basculer, qu'elle perdait pied, que sa mémoire lui échappait, elle était consciente d'exister que par la vibration de sa propre voix. Malheureusement, son livre n'a pas pu être terminé. Elle s'en est allée avant.
Morissette est la femme la plus moderne que j'ai jamais rencontrée. Elle se réinventait à chaque seconde. Cette passionnante rencontre et toutes ces personnes que j'ai eu la chance et l'honneur d'accompagner depuis de nombreuses années m'ont conduit à tracer ma voie, VOX, VOIE. Merci beaucoup. Et vous en êtes où de votre éloquence ?